Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Voix des parents. Pour ce 3e épisode, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie, maman d'un adolescent de 13 ans en situation de handicap, scolarisé en classe ordinaire. Au cours de cet échange, elle nous partage son parcours, les défis qu'elle a rencontrés, les démarches qu'elle a dû entreprendre, mais aussi son expérience quotidienne pour accompagner au mieux son fils dans sa scolarité et son développement. Bonjour Nathalie, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Comment va votre enfant? Ça va très bien. Racontez-nous un peu ses débuts, quels sont les premiers signes qui vous ont alerté? Alors, les premiers signes, il était tout petit, donc il devait avoir, déjà à 18 mois, on a vu que c'était quelque chose qui allait pas forcément bien, entre guillemets, parce que voilà, il tapait la tête contre les murs, il se mettait des gifles, enfin, bref, il avait vraiment des symptômes un peu bizarres pour un enfant de cet âge-là. Mais vraiment, là où je me suis beaucoup interrogée, c'est quand j'étais séparée de son papa déjà, et puis il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, mais Nathalie, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose parce que voilà, il y a quelque chose qui va pas trop. Et dès l'âge de 3 ans et demi, j'ai été voir un pédopsie. Voilà. J'étais au CMP et on peut pas dire que ça se soit super bien passé. J'ai malgré tout demandé d'autres avis. Et il a fait plein de bilans, tous les bilans qu'on connaît, et il s'est avéré qu'effectivement, donc à l'âge de presque 5 ans, il a été diagnostiqué dyspraxique, dysgraphique sévère. À l'âge de 6 ans, donc juste avant son CE1 en fait, donc un an plus tard, diagnostiqué TDAH sévère. Et concernant le TSA, ils ont refusé de le diagnostiquer parce qu'il ne, enfin le CRA a refusé de le diagnostiquer parce qu'il ne remplit pas toutes les cases. Et sauf que cette année, la thérapeute du CESAD m'a dit qu'il était TSA bien prononcé, que c'était vraiment très présent. Donc voilà, donc il est TSA aussi. Voilà. Donc pas sur le papier, mais il l'est quand même, donc faut en tenir compte. Donc voilà, mais sinon tout va bien aujourd'hui parce qu'il a un suivi au top que je vous expliquerai quand ce moment. Et du coup, concrètement, là, comment se passe une journée type avec votre fils? Avec ou sans traitement? Euh, Alors, parce qu'il a un traitement, donc D'accord. avec le traitement, du coup, les Souritalines le matin, Oui. depuis la 6e en fait. Donc là, il est en 4e, il finit sa 4e. Et le soir, il a des cachets pour l'anxiété, parce qu'il y a un trouble anxieux très prononcé aussi. Alors, avec traitement, ça va, puisque ça l'aide vraiment bien. Alors, par contre, sans traitement, une journée type avec mon fils sans traitement, c'est il court partout, il danse. Ça peut être dans la joie, comme d'un coup, il va craquer, et on ne sait pas pourquoi, il va s'énerver, sans raison. Voilà, ça va être très compliqué. Maintenant, moi, je le prends maintenant à la rigolade quand il danse et tout ça, qu'il twerk. Oui. Il aime beaucoup twerker et tout, se mettre à quatre pattes avec le chien, c'est génial. Donc, moi, je rigole, ça me fait rire parce que j'ai l'habitude, mais c'est vrai que ça fait pas rire tout le monde. Il y a plein de gens qui trouvent ça un peu bizarre, mais moi, je lui apprends qu'il faut pas qu'il se fie au regard des autres parce que sinon, voilà, ça sert à rien. Oui. Donc, qu'il reste tel qu'il est, et puis voilà. D'accord. Voilà. Revenons sur le premier diagnostic qui est la dyspraxie. Pourriez-vous nous en dire plus? Alors, la dyspraxie, ça concerne donc tout ce qui est geste pour, par exemple, s'habiller, faire ses lacets. Donc, mon fils ne fait pas ses lacets, c'est pas. En fait, c'est tout ce qui est, même par exemple, il fait du sport, il fait du judo. Donc, les gestes, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Il va avoir du mal à faire la roue, la roulade. Il va avoir du mal à faire beaucoup de choses comme ça. Et très souvent, les enfants dyspraxiques sont aussi dysgraphiques. Parce que l'écriture, donc la dysgraphie, j'explique, c'est le gestuel, la motricité fine. Donc l'écriture, le dessin. Autant dire, quand il a eu des bonnes notes en art plastique, j'étais surprise, j'étais contente. Mais parce que voilà, après, c'est s'adapte. Mais c'est vraiment quelque chose de compliqué, c'est-à-dire du moment, il faut partir de ce principe-là, c'est que du moment où ils mettent un pied par terre, les enfants dyspraxiques, rien que le fait de s'habiller, c'est une charge mentale horrible pour eux. C'est vraiment une fatigabilité, mais accrue. Et à ça, quand on ajoute d'autres troubles, vous vous doutez bien que voilà, c'est plus. Donc, mettre un manteau, fermer la fermeture éclair. Mon fils ne met pas de jean. Voilà. Il s'habille que en survêt. Même si je vais à un mariage, il aura un pantalon de survêt parce que pour lui, s'habiller, c'est compliqué.
C'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il fait pas d'efforts, comme on a pu me le dire en maternelle. Forcément, madame serait peut-être temps de lui apprendre à fermer son manteau tout seul. Oui, mais madame, il n'en est pas capable. Donc, j'ai beau le dire, c'est compliqué, il est petit. Maintenant, on me le dira plus. Bon, maintenant, il arrive hein, avec des exercices, vraiment, grâce à l'ergothérapeute. Parce qu'il a été pendant longtemps voir une ergothérapeute de sa maternelle jusqu'à là, il n'y a pas longtemps. Alors, l'ergothérapeute, c'est quelqu'un qui va aider l'enfant souvent elles sont confondues d'ailleurs avec les psychomotes. Tout le monde sait ce que c'est en général une psychomotricienne. L'ergothérapeute, elle a beaucoup aidé mon fils pour tout ce qui est donc justement le gestuel. L'écriture, aujourd'hui, il écrit beaucoup mieux, même si en cours, il n'écrit pas, il a la ESH avec lui, anciennement AVS. Oui. Il a une tablette aussi, mais quand il y a des dictées à trous, il peut écrire un mot. Il écrit de mieux en mieux grâce aux ergothérapeutes qui ont fait un travail formidable avec mon fils et avec tous les autres enfants, bien sûr. donc voilà, c'est des choses compliquées qu'encore aujourd'hui, à 13 ans, des fois, je suis amenée à l'aider à faire certaines choses que je ne dirai pas parce que bon, il a 13 ans, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est vachement compliqué et très fatigant pour eux aussi. Donc le côté, allez, dépêche-toi, comme souvent, les professeurs, ils ont qu'une heure de cours, hein, donc allez, hop, dépêche-toi. Ça crée un stress immense chez eux parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, ils peuvent pas se dépêcher puisque le cerveau a du mal à envoyer les infos pour que le corps fasse ce qu'il est censé faire. Et ça a été très compliqué qu'il l'accepte. Voilà. Il a été diagnostiqué dyspraxique et dysgraphique juste avant son entrée en CP. Voilà, pendant l'été, au mois de juin, par là, juste avant l'entrée en CP. D'accord. Voilà. On va expliquer ce que c'est le TDA pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est le trouble du déficit de l'attention qui peut être avec ou sans hyperactivité. Et donc, c'est un trouble du neurodéveloppement qui affecte la capacité à maintenir son attention, à contrôler certaines impulsions et chez certaines personnes à gérer un besoin important de bouger. Je rappelle, le TDA ne résulte ni d'un manque d'éducation ni d'un manque de volonté. Il s'agit d'un fonctionnement différent du cerveau qui peut avoir un impact sur la scolarité, les relations sociales et le quotidien. Dans votre cas, votre enfant a été diagnostiqué à quel âge ? Alors, pareil, il a été diagnostiqué presque 1 an jour pour jour, l'été juin, juste avant l'entrée en CE1. Donc, mon fils est du mois d'octobre, donc je crois qu'il allait avoir 6 ans ou 7 ans, je sais plus du coup. Je suis plus trop dans les comptes. Mais voilà, il était petit tout en fait, hein, il était vraiment petit. Et lui, il a un TDAH, donc avec hyperactivité, plus impulsivité et les troubles anxieux. D'accord. Voilà, donc en fait, lui, il a tout le panel et donc TDAH sévère. Oui. Voilà, donc mais ça va. Quels sont les plus grands défis du quotidien ? Alors honnêtement, dans mon cas, voilà, parce que je vais pas généraliser, mais dans mon cas, depuis le traitement, ça va beaucoup mieux. Mais sinon, en général, c'est réussir à le canaliser. Voilà, réussir à le canaliser, lui faire comprendre que nous vivons dans un immeuble et que courir dans tous les sens, surtout qu'il mesure plus d'1m80. Voilà, il a 13 ans, donc bon, on voit pas vos têtes, mais voilà. Oui, c'est grand quand même. Voilà. 13 ans. Donc autant dire que un Gugus de 13 ans d'1m80 plus, hein, lui serait là, il dirait 1m82. Oui, mais voilà, qui court dans tous les sens. Je plains la voisine d'en dessous. Oui. Donc voilà, lui faire comprendre que c'est compliqué. D'autant plus que j'ai fait le choix. C'est un choix personnel et vu avec lui, puisque c'est lui que ça concerne, de ne plus lui donner son traitement, donc la Ritaline, le week-end et les vacances. D'accord. Voilà. Parce que voilà, j'ai envie que son cerveau se repose un petit peu et puis après tout, il est né sans traitement, donc voilà, qu'il vive comme ça, c'est bien aussi, et pour qu'il apprenne aussi à savoir à quel moment il a besoin de traitement ou pas. D'accord. Voilà. Parce que des fois, de lui-même, il va dire là, je sens que ça va partir un peu dans tous les sens, donc maman, je vais prendre mon traitement ce matin. Donc voilà. Maintenant, le plus gros défi, honnêtement, c'est le regard des autres. Voilà. Plus que les troubles de mon fils. Oui. Voilà. Le regard des autres, c'est horrible. Devoir se justifier le petit, et puis sentir dans le regard de l'autre, de toute façon, le TDAH, c'est une mode, ça c'est une excuse pour justifier le fait qu'elle ne l'a pas éduqué, etc. Parce que j'ai été mère célibataire pendant 5 ans, donc ça a été compliqué.
Sous-entendre qu'il faut un papa pour canaliser, enfin, ou même un beau-père pour canaliser. De vous à moi, il a le beau-père, hein. C'est pas pour autant qu'il est canalisé, mon fils, hein. Donc, je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que le regard des autres, c'est vraiment... Je crois que c'est le pire que j'ai pu vivre pendant les troubles, je trouve. Maintenant que tout va bien, je le dis, hein, mais on oublie vite. C'est un peu comme l'accouchement, on oublie vite les mauvais moments, je pense. D'accord. Et du coup, quelle stratégie ou outil vous aide le plus à la maison? La communication. Voilà. Après, attention, hein, je ne suis pas Mary Poppins, hein. Des fois, j'ai les nerfs qui partent vite aussi, hein. Mais même quand je suis fâchée, parce que je suis un être humain, toujours, je fais en sorte de parler, de communiquer avec lui. C'est-à-dire, même si je suis énervée, je m'en vais, voilà, je souffle un bon coup, je reviens et je lui explique. Bon, maintenant, j'ai plus besoin parce qu'il vient me voir, du coup. Il a tellement été habitué à ça qu'il vient me voir, mais maman, je comprends pas, pourquoi tu t'es énervée? Alors, du coup, mais la communication, vraiment, c'est très important. Surtout pour ces enfants-là, c'est très important. Qu'ils comprennent qu'on sait, voilà. On sait, on est là pour eux. Après tout, on est des êtres humains aussi. Moi, je lui dis, ouais, je veux bien que tu aies des troubles, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pas une raison non plus. Voilà, donc, ouais, moi, franchement, ouais, je pense que c'est ça, c'est la communication, aujourd'hui. D'accord. Mais avant ça, j'ai tenté plein de choses, hein. Là, j'ai un tableau avec les règles de la maison. Sur la porte de sa chambre, j'ai le rituel du matin et le rituel du soir. À force de les avoir dessus, c'est comme s'il y avait un tableau, hein, on oublie que c'est là. Mais on essaye, voilà, j'ai essayé plein de choses, bien sûr. Mais je me suis rendu compte que vraiment la communication, c'est ce qu'il y a de mieux. Comment gérez-vous les périodes d'anxiété ou de surcharge émotionnelle? Ouf. Ah oui, alors ça c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au fur et à mesure des crises, en fonction des crises, ça va être différent. Ça va être différent. Des fois, il va accepter qu'on parle. Des fois, il va devoir se mettre dans sa bulle. Il va falloir attendre que ça passe un petit peu. Il y a des fois, on a un punching ball. Voilà. On lui a offert un punching ball il y a longtemps, justement, comme ça, quand t'es énervé, colère, tape dedans. Mais j'essaie quand même de lui parler. Alors, des fois, moi, il veut pas m'écouter, mais des fois, il écoute mon conjoint. Donc, en fonction, on essaie d'évaluer un peu. Et des fois, c'est mon conjoint qui va y aller pour parler avec lui. Et le côté émotionnel, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il arrive mieux à exprimer ce qu'il ressent, mais ça reste très confus. Et puis en plus, il mélange tout des fois, donc c'est compliqué, mais pareil, on essaye de parler avec lui. Vraiment. Et par contre, je le laisse jamais seul. Quand je vois vraiment qu'il est dans une crise d'anxiété ou quoi, je le laisse pas seul. Si on a des courses à faire, j'y vais moi, mon conjoint il reste, ou sinon il vient avec nous. D'accord. Mais on le laisse pas seul. D'accord. Donc vous l'accompagnez dans sa crise pour être présente. Vous lui laissez son espace, mais vous êtes quand même présente. Ouais, quand il y a besoin. Quand il était petit, le chien, alors ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais le chien gérait les crises. Oui. Tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, alors, j'étais encore novice dedans, parce que le chien, mon fils, il avait, il était en cours de diagnostic de TDA, donc autant dire que le petit était jeune, il avait 6 ans. Et dans ces moments-là, quand mon fils faisait des crises, mais c'était vraiment des grosses crises, hein, il se mettait des claques, il se tapait, il se griffait, enfin c'était vraiment très compliqué. Et moi, j'engueulais mon fils parce que je comprenais pas ce qui se passait, et le chien, il se mettait entre nous deux. Le petit était par terre, allongé par terre en train de pleurer. Et le chien se mettait entre nous deux, il le léchait et il me regardait l'air de dire c'est bon, je m'en occupe. Va-t'en, je m'en occupe, calme-toi. Et il me laissait pas approcher mon fils. Et pourtant, j'étais juste en train de lui dire mais Maë, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, calme-toi. Bon bref, normal quoi. Je vous rassure. Et de là, je m'en allais. Il léchait mon fils, il léchait ses larmes en fait. Hein, il le calmait en fait, et mon fils commençait à pleurer, rigoler. D'un coup, il finissait par rigoler, et puis pof, c'était oublié, et la crise était passée. Mais par contre, quand c'était une crise d'enfant, c'était pas une crise due au trouble, là, on voyait le chien s'approcher du petit, le renifle, demi-tour, il me regarde, l'air de dire c'est bon, tu peux punir si tu veux. C'est fou, ça rentre pas dans mon truc. Il avait la capacité vraiment de comprendre. Ah mais il a la capacité. Comme mon fils, il est vraiment dans ces périodes très foufou du TDAH et tout le reste. Et ben il va se laisser faire. Par contre, quand il sent que c'est vraiment l'ado qui a envie de l'embêter, il va se lever, il va partir, il va regarder son maître en l'air de dire mais fais quelque chose s'il te plaît, là j'en peux plus quoi.
C'est vraiment, mais pendant longtemps, le chien gérait les crises. Mm. Et là, après, c'est presque grâce à lui que j'ai réussi à comprendre quand est-ce qu'il faisait des crises dues au trouble et des crises dues à l'enfant, parce que ça reste un enfant aussi avant tout. Hein. Donc, Oui, voilà, donc il y il a fait aussi des crises oui, des crises d'enfants. hein, je veux dire, des crises de, voilà, j'ai dit non, il est pas content, quoi. Oui. Donc, voilà. Bah, c'est très intéressant. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais vu qu'il y avait de l'équinothérapie, donc avec les chevaux, parce que c'est vrai que les animaux sont très réceptifs aux émotions des enfants et c'est vrai que ça les calme beaucoup. Donc, c'est très intéressant de voir votre histoire avec votre chien. Alors, mon fils en a fait de l'équithérapie. Ah oui, Avec l'hôpital de jour. Équithérapie, c'est vrai. Par contre, il l'a fait avec les chiens aussi à l'hôpital de jour, mais ça marchait pas. D'accord. Parce Ok. qu'en fait, mon chien s'accaparait, mon fils accaparait tous les chiens. Et il refusait que les autres s'approchent des chiens. D'accord. Donc, du coup, ils ont dit non, c'est pas, finalement, non. Ouais, on va pas le mettre là. D'accord. Et du coup, quand il y a eu l'équithérapie, ouais, ça a super bien fonctionné. Vraiment. Ouais. D'accord. Et nous, à la maison, on a notre petite thérapienne, quoi. Bah oui. Mais Du c'est coup. bien ça aussi, très bien Ouais. même. Alors, par contre, attention, si je peux me permettre, ne pas acheter un chien pour ça. Oui. Par contre, non, mais je tiens à le préciser parce Oui. qu'on sait jamais. Voilà, c'était pas le but du chien. Oui. Ça s'est fait naturellement. Oui. Et en général, ça se fait toujours naturellement, ces choses-là. Oui. On l'a pas du tout dressé à ça. On était les premiers, même mon conjoint, il a dit ah, c'est bien ma bête. Il était vraiment fier de son chien parce qu'on s'y attendait pas Oui. du tout. C'est un staff. Oui. On a vu que c'est connu pour être soi-disant un chien dangereux. Oui. Honnêtement, non. Il a joué l'infirmier pendant pas mal de temps. Faut être honnête. Ok. Faut être honnête. Quelles sont les forces et les qualités de votre enfant que vous aimeriez mettre en lumière avec nous ici? Il y en a tellement. Ah oui, il y en a tellement parce que j'éduque mon fils en lui disant que ses troubles, c'est pas c'est pas une faiblesse, c'est une force, justement. Oui. Donc, ses forces, son intelligence. Ils sont très intelligents. D'ailleurs, c'est rigolo parce que souvent, quand je dis qu'il a des troubles, qu'il est en situation de handicap, mais n'importe quoi, ton fils est très intelligent. Merci, je sais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui. On connaît les stéréotypes. Oui. Donc, non, il est très intelligent. Très empathique. Quand ça l'arrange. Non, mais c'est vrai qu'il aime pas vexer. Il aime pas vexer, donc quand il le fait, c'est que vraiment, c'est pas voulu. Quand il se rend compte qu'il a vexé, il a les larmes aux yeux. Parce que ça lui fait du mal. Il y en a tellement. Mais moi, ce qui me frappe vraiment, c'est son intelligence. C'est vraiment ce côté. Il a une mémoire. C'est ça qui est bizarre en fait. C'est qu'en fait, il va avoir une mémoire de travail très faible pour son âge. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les professionnels. Par contre, quand je lui fais faire ses devoirs, il a une capacité à retenir les leçons, c'est juste impressionnant. C'est impressionnant quand on a les techniques, parce que je le connais maintenant, forcément, mais ouais, il a une capacité à apprendre ses leçons, c'est hallucinant. Vraiment, moi, en dictée, il a toujours d'excellentes notes, paradoxalement. Hein. En poème, il a toujours de très bonnes notes. Bon, juste en musique, quand il faut qu'il apprenne des chansons, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut chanter. Faut pas les réciter, les chansons, donc du coup, c'est compliqué. Mais sinon, ouais, ça. Et puis, honnêtement, il y en a tellement, je ne saurais pas vous dire comme ça. Là, c'est la première qui me vient, en fait. Honnêtement. Ouais. Comment s'est mise en place l'aide de l'AESH? Alors, déjà, j'ai fait appel à la MDPH, donc j'ai rempli un dossier pour faire une demande donc d'AESH, d'AEH aussi. Donc, voilà, l'aide à l'enseignement de l'enfant handicapé. Donc, et aussi d'un ordi à l'époque. Maintenant, c'est des tablettes, mais à l'époque, donc j'ai fait une demande et puis au début, on m'a donné 6 heures. Voilà, 6 heures pour un enfant dyspraxique sévère, parce qu'il n'était pas encore diagnostiqué TDAH, puisqu'il a une AESH depuis le CP. Il a cette chance. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Il faut savoir que c'est 6 heures par semaine. Ouais. Et c'est considéré comme bas pour d'autres enfants qui ont plus d'heures, voire 18, 24 heures. Ouais. Donc, c'est bas. Ouais. Alors, l'AESH, c'est l'accompagnant des enfants en situation de handicap, anciennement appelé donc AVS. Et c'est un accompagnateur qui va être là auprès de l'enfant pendant les heures qui lui sont données par la MDPH pour l'accompagner dans ses difficultés et qu'il puisse suivre une scolarité normale. C'est pour éviter qu'ils doivent partir en scolarité
spéciales. Mhm. Et donc généralement, l'AESH, son but, c'est de faire que l'enfant finisse par, au bout d'un moment, qu'il soit indépendant et qu'il puisse travailler tout seul. Donc c'est vraiment un accompagnement pour que l'enfant puisse travailler tout seul et puisse avoir l'indépendance pour continuer dans la scolarité. Dis-moi si je me trompe, mais Non, c'est ce que c'est je ça, c'est sais. pour que, en fait, ils sont là pour faire en sorte que l'enfant gagne en autonomie. Oui. En fait, voilà, tout simplement. Sauf que après, il y a les AESH mutualisés Oui. et il y a les individuels. Mon fils, au début, avait une mutualisée. Alors, la mutualisée, 6 heures mutualisées, c'est en fait l'école qui décide à quel moment il a ces 6 heures. Voilà, c'est 6 heures, mais voilà, partagées. Enfin, c'est un peu compliqué. 6 heures par semaine, ça fait quoi? Bah, ils ont 5 jours par semaine d'école, donc ouais, en moyenne 1 heure par jour d'AESH pour un enfant qui n'écrit pas. D'accord. À une période où ils apprennent à écrire, Oui. le CP. Presque tout le temps, ils apprennent à écrire et oui, donc Ça c'est devient très peu. très compliqué Oui. et pour la maîtresse, du coup, c'était d'autant plus compliqué. Ensuite, donc ça a été novembre. Du coup, il a eu une AESH, voilà, novembre-décembre, donc 6 heures. J'ai fait un recours parce qu'il y a le recours qui est possible, bien évidemment. Oui. Et en leur expliquant que c'est juste pas possible. Et puis en plus, j'avais la maîtresse, quand je lui ai dit 6 heures par semaine, elle a commencé à devenir blanche. Elle m'a dit, mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Moi, c'était dans la bienveillance totale. Attention, parce qu'elle a été extraordinaire, cette maîtresse. Mais voilà, je vais pas dire qu'elle paniquait, mais un peu quand même, parce qu'elle a pas que 3 enfants en classe, hein, on est tous au courant, ils ont 30 enfants, en CP, ils ont besoin de tous un peu d'attention, suivi, sauf que lui, il a besoin d'une attention constante. Oui. Et en plus, voilà, donc c'était compliqué. Et dans la classe, il y avait une AVS qui s'occupait d'une autre enfant, elle, handicapée physique. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'elle faisait? Franchement, elle était adorable aussi. Elle s'occupait des fois de mon fils quand la petite n'était absente ou qu'elle pouvait s'occuper toute seule de faire certaines choses. Elle prenait en charge mon fils. Comme ça permettait qu'il ait un peu plus de temps. Donc déjà de septembre jusqu'à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu 6 heures, donc ça a été elle qui a été la VS de mon fils. Et ensuite, j'ai réussi, suite au recours, à avoir 9 heures de plus. D'accord. Alors, en tout, je crois que ça faisait 15 heures. Donc, je crois que c'est ça. Mes calculs sont exacts. C'est ça. Il y a eu 9 heures en plus. Oui. Donc, 9 heures, il y a eu une nouvelle AVS. Alors, il faut savoir que les 6 heures, ils partageaient avec 2 AVS. Donc, après, il a eu une 3e AVS. CP, première fois, 3 AVS. En une semaine. Il faut savoir que quand ils sont petits, ça fait beaucoup d'AVS pour un seul enfant. Oui. Mais bon. Et voilà. Donc, avec la 3e, on peut pas dire que ça soit très bien passé. Mais c'est pas grave, l'année est passée vite. La maîtresse arrivait un petit peu à jongler. Et en CE1, il a eu une seule AVS. Et jusqu'à aujourd'hui, il a les AVS qu'il lui faut et tout se passe très bien. Voilà, avec ces personnes-là. Mais il ne faut pas hésiter à faire un recours si jamais les parents, parce que moi j'ai fait un recours aussi bien pour le côté mutualisé que pour les heures qu'ils ont octroyées à mon fils. Moi je voulais individuel parce que voilà, mon fils il a vraiment besoin de ça. Et donc les 16 heures individuelles, donc voilà, comme ça c'était la MDPH qui imposait. D'accord. Voilà le temps, et puis il n'y avait pas moins ou plus, ou c'était ce temps-là. D'accord. Donc moi j'étais sûre qu'il était à l'école, il avait ce qu'il fallait. Ok. Et du coup là au collège il a encore l'AESH. Oui. Et c'est le même qu'il avait à l'école primaire? Non, il aurait peut-être aimé, mais non. Non. En fait, il a eu la même AESH en CP, CE1, non, CE1, CE2, pardon. Ensuite, il en a eu une autre en CM1, CM2. Parce qu'il faut savoir que ici, là où on est, l'école primaire est divisée en 2. CP, CE1, CE2 et ensuite CM1, CM2. 2 directeurs différents, enfin bref. Donc du coup, bon, ça s'est fait comme ça, mais très bien, hein, les deux, ça se passait très très bien. Et arrivé au collège, du coup, il a dû avoir donc 2 AESH. D'accord. Voilà, donc en 6e. Ensuite, en 5e, 3. Et puis là, cette année, encore 3. Et l'année prochaine, il veut garder les mêmes. Donc voilà. Et depuis la 6e, il en a un où c'est toujours le même en fait, qui le suit depuis la 6e. D'accord. Donc autant dire qu'ils se connaissent, c'est un monsieur et ils se connaissent très bien. C'est bien parce que ça permet aussi à l'enfant de garder cette sécurité quand il arrive à la rentrée, qu'il change de prof, qu'il change de copain, que machin. Il a au moins cette sécurité. On s'imagine que la transition du primaire au collège c'est vraiment forte parce que c'est vraiment tout un système qui change. C'était compliqué. Donc oui, j'imagine que c'est compliqué.
Il n'avait pas de traitement encore, donc Oui, ça a été très d'accord. compliqué. Ok. Que souhaiteriez-vous que les enseignants comprennent mieux concernant les enfants neuroatypiques? Moi, j'ai eu la chance, sincèrement, de tomber dans un collège euh, où ils sont relativement compréhensifs. Donc, après, il faut qu'ils comprennent, oui, la chose principale qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que c'est pas un manque de volonté. Voilà. Parce que c'est vrai que ils sont compréhensifs quand on les voit. C'est vrai que ça, il n'y a pas de souci. Et puis même, on le ressent hein, dans les notes, on le ressent dans les appréciations, qui comprennent quand même que l'enfant est différent à sa façon. Mais quand même, il y a quand même des réflexions qui font mal à l'enfant. Voilà, qui font vraiment du mal à l'enfant. Je sais que c'est pas volontaire, mais le côté tu peux faire plus d'efforts, je trouve que c'est maladroit. Voilà. Je trouve que c'est très maladroit. Donc voilà, s'ils pouvaient arrêter avec ce truc de dépêche-toi, fais plus d'efforts. Si t'as une mauvaise note, c'est que t'as pas fait tes devoirs correctement à la maison. Enfin, voilà. C'est moi personnellement, bon, je l'ai déjà dit. Une fois, j'ai dit, excusez-moi monsieur, mais je vous ai pas invité à la maison, donc vous pouvez pas vous permettre de dire que les devoirs n'ont pas été faits. Vous n'êtes pas là, vous savez pas. Parce que moi, les devoirs, j'ai fait tous les jours avec lui en fait, depuis toujours. Je suis AVS à la maison. Oui. Donc, je fais les devoirs, donc maths, français, histoire géo. En plaisantant, je dis que je pourrais passer le brevet des collèges, à mon avis, Oui. je l'aurais, hein, parce que voilà. Mais voilà, les petites réflexions comme ça, Oui. c'est seulement, parce qu'ils se rendent pas compte vraiment les profs. Du poids des Quand, mots, ouais, quand ils rentrent à la maison après, c'est moi après qui ramasse Oui. les trucs. Enfin, quand je dis moi, c'est les parents Oui. qui ramassent tout ça, quoi. Ils se rendent pas compte. Oui. Pour eux, c'est rien. Eux, ils rentrent chez eux, ils ont oublié qu'ils ont Oui. dit ça, c'est normal. Mais arrêter avec ce genre de mots, vraiment, dire autre chose à la limite. Voilà, c'est j'ai vu les efforts que tu as fait, mais je sais que tu es capable de faire mieux. Oui. Voilà. Et là, l'enfant, il voit les choses différemment. Mais fait plus d'efforts, ça insinue qu'il n'en a pas fait assez. Et l'enfant, il prend ça comme, bah, en fait, ça sert à rien, je fais des efforts, mais Oui. voilà. Donc, c'est peut-être je pense que c'est la seule chose que j'aurais à dire, parce que c'est vrai que moi, après, je suis pas à plaindre. Oui. Je dis beaucoup à mon fils, hein, je dis arrête de te plaindre de tes profs, parce que, ils sont vraiment bien. Vraiment bien. On a de la chance. Contrairement à certaines personnes, je sais qu'on a beaucoup de chance. D'accord. Donc, je tiens quand même à rappeler les termes de neuroatypique, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Une personne neuroatypique, c'est une personne dont le fonctionnement neurologique diffère de ce qui est considéré comme la norme, même si on sait tous qu'il n'y a pas une norme, hein, c'est vraiment, on est tous différents. Et c'est l'inverse donc d'une personne neurotypique qui ne présente pas ses particularités et son fonctionnement correspond davantage aux attentes et aux normes habituellement observées dans la société. Voilà. Très bien dit. Alors, vous nous aviez dit, hein, on s'imagine que c'est très compliqué la transition du primaire au collège. Maintenant, votre fils, donc, il a 13 ans, il est en pleine adolescence. Oui. Quel changement avez-vous observé et quelles difficultés, justement, à l'entrée de l'adolescence et jusqu'à maintenant? Alors, l'entrée de l'adolescence, je ne sais pas exactement c'est quel âge. On va dire c'est l'entrée au collège. On va dire ça plus ou moins. Alors moi, l'entrée au collège, ça a été horrible. Voilà. Donc moi, à cette époque-là, je travaillais. Et ça a été horrible de septembre à décembre. Voilà, quand il est rentré, alors faut savoir que c'est pas tout le monde, hein, donc faut pas se dire que oh là là. Non, c'est vrai que moi, mon fils, en primaire, en fait, je refusais de lui donner un traitement parce que j'estimais qu'il était trop jeune. Et il y avait d'autres alternatives, parce qu'il faut savoir qu'avant de mettre en place un traitement, c'est pas miracle, il faut penser à d'autres alternatives. Comme moi, mon fils, depuis le CE2, il allait à l'hôpital de jour, il voyait la pédopsie, et donc du coup, il a fait de l'équithérapie, il a fait vraiment l'hôpital de jour, c'est principalement pour le TDAH, bien évidemment. La dyspraxie était suivie par l'ergo, il a été voir une orthoptiste pendant très longtemps. Donc l'orthopsie, c'est pour le côté visio-spatial. Donc il avait les yeux qui étaient hyperactifs aussi. Donc du coup, il fallait travailler dessus. Et en fait, arrivé en sixième, même avant la sixième, fin CM2, il commençait déjà à avoir un comportement un peu différent de d'habitude. Il faut savoir qu'il a été harcelé en CE2. Voilà. Bon, je rentrerai pas trop dans les détails parce que il n'y a pas lieu, mais
Voilà, il a été harcelé en CE2 et à partir de là, et là, en CM1, bon, ça allait un petit peu. Et puis voilà, CM2, on avait commencé à changer. C'est-à-dire qu'il est devenu agressif avant même que les autres aient le temps de l'être avec lui. Et c'est lui qu'on mettait de côté. Voilà, donc en primaire, pour lui, l'adulte n'était pas là pour le protéger. Oui. Donc du coup, ça a créé quelque chose de compliqué. D'accord. J'ai voulu le mettre au pige l'été. Je souris parce qu'en fait, j'ai été voir les messieurs donc le pige, c'est centre de loisirs des ados, hein. Oui. Voilà. Moi, je le traduis comme ça, centre de loisirs des ados. Oui. Je le mets pour qu'il voit d'autres enfants, pour sociabiliser. J'ai toujours voulu le sociabiliser. Bon, grosse erreur, parce qu'il n'a pas tenu longtemps. Ça s'est très mal passé. Il y avait trop de monde. Parce que comme je l'ai dit, même si sur le papier il n'est pas TSA, il l'est dans sa tête, quoi qu'on en dise. Et trop d'enfants, trop de monde. Vraiment, ils étaient une centaine, voyons, quelque chose comme ça. Bon, très nombreux. Voilà. Très nombreux, trop nombreux même pour mon fils. Et du coup, bah, il partait vite, en fait. Mais c'était vraiment de l'agressivité mauvaise. Donc moi qui disais non, il est agressif qu'envers lui, quand le monsieur, il a vu qu'en fait, il était agressif envers les autres, j'étais la première surprise, mais c'était voilà, c'était très compliqué. Il rentre en sixième, donc compliqué, puisque comportement pareil, et puis il change de tout professeur, il change de copain, il change de l'AESH, enfin bon, c'était compliqué. Tel point que toutes les semaines, j'étais contactée par la CPE. Très souvent, ouais. Et encore, elle m'appelait une fois par semaine parce qu'elle m'a dit si je vous appelais à chaque fois qu'il y avait un problème, je vous appellerai tous les jours, madame. Ok. Et quand c'était pas la CPE, c'était l'hôpital de jour. Ouais. Qui m'appelait en disant voilà, votre fils, ça va pas. En CM2, il a été diagnostiqué dépressif. Et il avait des penchants suicidaires, Oui. mon fils. Et donc en sixième, des fois, il y avait des moments où ça avait tendance à ressortir. Oui. Et donc, l'hôpital de jour, je travaillais, mais madame, venez vite le chercher, il faut l'emmener vite chez le pédopsie, parce que ça va pas du tout, il est pas bien, enfin, c'était vraiment très compliqué. Et décembre, donc du coup, on a commencé à mettre en place un traitement, sauf que quand on n'a pas le dosage correct, ça fait pas toujours l'effet escompté. Et des fois, ça fait l'effet inverse de ce qu'on attend. Et en décembre, vacances de Noël, nouveau dosage, à la rentrée, il rentre au collège. Génial, on a trouvé le bon dosage. Ça s'est passé super bien. Et donc de janvier jusqu'à aujourd'hui, ça suit son cours. La CPE a continué à m'appeler de temps en temps, mais beaucoup moins souvent. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que le traitement, c'est pas magique, hein, attention. Voilà, mais c'était beaucoup moins récurrent. Voilà, c'est beaucoup moins grave aussi. Oui. Voilà. Après, mais ça a été compliqué le collège, à tel point qu'en fin sixième, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir être là pour mon fils. Parce que je me suis dit, je fais pas une deuxième rentrée comme ça. Et je savais pas comment se passerait la rentrée en cinquième, hein, même s'il connaissait le collège. Donc j'ai arrêté de travailler. Depuis, je travaille plus pour pouvoir m'occuper de mon fils. Et aussi, parce que j'ai un conjoint qui est aussi en situation de handicap. Donc comme ça, je joue les infirmières d'un côté comme de l'autre, quoi. D'accord, ok. Donc voilà. J'ai voulu jouer la carte de la sécurité plutôt que prendre un risque encore. Et aujourd'hui, il a eu des félicitations de ses professeurs. Donc, je veux dire, je suis contente, même si c'est compliqué financièrement. Mais en attendant, mon fils, il est épanoui. Et c'est ce que je recherchais, donc voilà. C'est vrai que c'est des sacrifices, des fois, que beaucoup de gens ne voient pas. Le poids que certaines mères ou parents doivent porter justement pour tout faire pour que leurs enfants puissent développer leurs capacités au mieux. Et puis s'épanouir aussi dans leur scolarité, dans leur vie, parce que c'est vrai que c'est un enfant qui a une vie, qui a plein de choses à vivre actuellement, parce qu'on voit souvent les enfants comme des adultes à l'avenir, mais non, c'est vraiment des enfants, c'est une vie à part qu'on doit vraiment préserver et l'accompagner, parce que c'est l'enfance, ça se remplace pas. Donc en tout cas, moi, je vois vraiment une maman qui donne tout pour son fils et je vous félicite. Merci. Parce que c'est pas évident, et surtout dans cette société où on se sent jugé, observé, pointé du doigt. Ça revient à ce que je disais, le regard des autres. Voilà. Donc pour certains, je suis une maman qui profite du handicap de son fils, ou une maman qui profite du handicap de son conjoint, enfin une compagne, du coup, je suis pas sa mère. Voilà, j'en ai où en fait, de toute façon, je suis feignante, j'ai pas envie de travailler, et puis je profite de tout ça pour pas travailler. Mais quand je vois les résultats, honnêtement, voilà, moi quand j'ai des professeurs un professeur principal de mon fils qui me félicite. Alors moi je trouve pas ça normal qu'on me félicite parce que je suis sa mère, c'est mon rôle. Mais mon ego
j'avoue, je suis contente. Et je dis, bah, écoutez, bah, merci, voilà, que quelqu'un reconnaisse que, voilà, AESH pareil, moi j'ai une AESH là qui l'a depuis cette année, et du coup il l'aura l'année prochaine parce que c'est non négociable pour mon fils, là les 3, c'est non négociable. Mais voilà, elle m'a félicité, elle me dit franchement vous êtes une maman super, si tous les parents pouvaient être comme vous, ce serait génial. Alors bon, ça me choque parce que je me dis c'est normal, c'est mon rôle. En même temps, je comprends pas trop, mais d'un côté, je me dis bah, c'est enfin quelqu'un qui dit pas des choses négatives, quoi, du fait que je prenne soin de mon fils. Il a 13 ans, bah, il y en a qui laissent traîner dans la rue. Bah, moi, à 13 ans, bah, je lui apprends ses cours. À 13 ans, je lui apprends la vie. Et puis voilà. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup comme moi. Donc, heureusement qu'on est là pour eux. Comment l'accompagnez-vous vers davantage d'autonomie? Alors, ça dépend. Il y a des fois, je le laisse, maintenant, il a 13 ans, très souvent, je le laisse faire tout seul. Voilà. Un exemple bête, hein, faire le lit. Il y en a plein qui disent, ouais, c'est normal, les ados, ils font jamais leur lit. Non. Faut savoir que lui, c'est une vraie difficulté. Voilà. Ben, pas plus tard que ce matin. Maman, tu m'aides? Ben non. Maintenant, je te regarde. Alors, du coup, voilà, je suis là, j'observe et je lui explique, fais comme ça, fais comme ça. Et c'est comme ça que je fais tout pour qu'il soit autonome. Plier ses vêtements. Les t-shirts, non, ça reste très, très compliqué. Mais voilà, les chaussettes, les slips, les machins. Maintenant, je suis à une phase où je suis plus dans la démonstration, je suis dans l'observation. Tu sais, je t'ai déjà montré, maintenant fais. Et c'est comme ça que j'essaye. Après, je suis une maman, hein, et c'est un ado, donc forcément, il teste. Oui. Hein, faut pas l'oublier, parce que ça, souvent, je dis, faut pas l'oublier. Hein. Il reste ado, donc des fois, il me balance la petite phrase, ouais, mais j'ai des troubles. Oh, t'es mignon, mais ça marche pas avec moi. Donc, bah, il y a des fois, je sévis. Voilà, donc je punis. Voilà, je punis. La grosse punition, alors je sais qu'il y en a qui vont me prendre pour un tortionnaire, surtout par les temps qui courent. Je lui ai confisqué son téléphone. Ah, donc voilà. Eh ben, je suis désolée, mais j'ai eu des remerciements au collège parce que depuis, bah, là, ça fait partie de l'autonomie. En fait, on est en plein dedans parce que de septembre à novembre, je crois, ouais, c'était jusqu'aux vacances de la Toussaint. En fait, il était assis en cours et il attendait que le temps passe. Et c'est les AESH qui faisaient limite les cours pour lui. Voilà. Donc, il était présent. Donc, c'est bien, c'est génial. Moi, je l'ai félicité. Je dis bravo, je suis contente pour toi, tu es présent. Mais quand tu es présent, il faut faire quelque chose. Quand même. Parce que l'AESH écrit, mais tu dois quand même participer un peu. Bon, jusqu'au jour où la professeure principale m'a appelée. Et c'était une semaine après son anniversaire, une semaine après qu'il ait eu son téléphone. Et la veille des vacances de la Toussaint. Et ben voilà, vacances sans téléphone. Je lui ai dit, j'espère que tu as bien aimé. Hein. Tu as adoré ton téléphone la semaine dernière, parce qu'il n'a que le week-end. Et j'espère que tu as adoré ton téléphone parce que là, c'est fini, tu l'auras plus. Et il n'a pas eu pendant un mois. J'ai attendu l'ESS. Alors, l'ESS, c'est une rencontre qu'il y a avec la référente MDPH et tous les directeurs, professeurs principaux, les parents, etc. Donc, pour discuter justement de Maël et de son projet personnalisé de scolarisation, donc le PPS. Et j'ai dit, tout sera entre les mains de ta prof. Et donc, du coup, j'ai dit à sa prof, j'ai dit, ben voilà, maintenant c'est vous qui décidez, est-ce que je lui rends son téléphone ou pas? Et donc, du coup, après, tout le monde m'a dit, franchement, au top, il participe, il est là, il fait ses trucs, machin, et c'est un autre enfant, quoi, c'est un autre gamin, quoi. Bon, ben voilà, maintenant, vous savez quoi dire aux autres parents. Je vous invite à confisquer les téléphones si besoin. Ça a porté ses fruits, et puis je lui ai rendu. Parce que je n'ai qu'une parole. Et ça, c'est important aussi. C'est de tenir, voilà, de rester dans la continuité. Je lui ai rendu son téléphone et jusqu'à aujourd'hui, je lui dis, il ne tient qu'à toi de le récupérer, de ne pas le perdre, du moins, si jamais, voilà. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, voilà. 13 de moyenne, générale, donc je veux dire, tout va bien. Voilà, que des positifs, donc voilà. Voilà comment je sévis des fois méchamment, hein, mais parce que certains diront que je suis horrible de faire ça. Non, franchement, moi, ça me choque pas du tout et je trouve que c'est bien parce que du coup, il apprend aussi les conséquences de ses actes. Voilà. Et qu'il doit justement se faire des efforts justement pour obtenir. Et après, je parle beaucoup aussi. Je lui explique le travail d'AESH. Parce que moi, je lui dis, t'es pas le seul. Il n'y a pas que toi. Il s'occupe d'autres enfants, peut-être
plus facile que toi, peut-être plus compliqué que toi, peu importe. Il n'y a pas que toi. C'est pas facile. Vraiment, moi, je les mets, que Dieu les bénisse. Oui. Sincèrement, d'ailleurs, je leur ai fait une dédicace sur les réseaux parce que vraiment, c'est un métier, Oui. mais qui est pas dur. assez mis en valeur, Oui. sincèrement. Oui, Moi, je avec trouve tout ce que qui c'est se passe en ce scandaleux, moment, la oui. façon dont ils sont traités, c'est Oui. horrible. Au vu de ce qu'ils font pour nos enfants. Oui. Faut être honnête, hein, donc spéciale dédicace. Donc moi je lui dis, je suis désolée, mais non, ils sont là pour t'aider, ils sont pas là pour faire à ta place. Voilà. Oui. Sauf que bon, moi j'ai l'habitude avec lui, hein, depuis le CP. Hein. Moi au CP il me faisait des trucs avec les AVS, moi, j'hallucinais, je me rendais pas Oui. compte qu'un enfant de 6 ans pouvait être culotté à ce point-là quand même. Et là grand, maintenant il est grand, donc du coup je lui explique, je lui apprends la vie à ce niveau-là, quoi. Je lui dis mais non, faut que tu prennes conscience, Maëlle, que c'est pas possible de se comporter comme ça. En fait, tu peux pas, voilà, ils sont pas là. Bon après, les AVSH aussi des fois c'est bon, bah, c'est comme ça, bah, je te laisse, hein. Je te laisse. Et moi je vais m'occuper d'un enfant qui acceptera de travailler. Oui. Et là du coup il est vexé donc il travaille. Oui. mais voilà, c'est vachement important de parler, même dans la dureté, parce que ils comprennent aussi, hein. C'est pareil, ils sont pas idiots, hein. Oui, bah oui. Donc, pas du tout, au contraire. Hein. Oui. Au contraire. Quelles sont vos inquiétudes et vos espoirs pour l'avenir? Alors, forcément mes inquiétudes, c'est plus le côté social qui m'inquiète, surtout dans le monde dans lequel on vit, parce que ce sont des enfants très naïfs malgré tout et très, voire trop influençables. Moi, c'est ce qui m'inquiète vraiment. Après, le côté, il y a aussi un petit peu le côté professionnel jusqu'à il n'y a pas si longtemps qui me faisait très peur. Maintenant, j'ai été très rassurée pour l'instant. J'étais aux portes ouvertes d'un lycée, voilà, avec enseignement adapté. Et j'étais plus que rassurée. Donc, du coup, j'en ai parlé déjà au collège et tout. Et c'est vrai que je dors beaucoup mieux depuis. Avant ça, j'avais du mal à dormir parce que je me disais, mais c'est pas possible. Aller dans un lycée lambda, c'est pas possible. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Déjà, là, il est dans un lycée, dans un collège, il y a 1200 élèves. C'est compliqué, il mange plus à la cantine. Du coup, il mangeait 15 jours par semaine à la cantine, je l'ai enlevé parce qu'il y mangeait pas. Oui. Ou alors, il y allait, mais il mangeait très peu. Donc, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de bruit, c'est très compliqué. Et en fait, là, le lycée qu'on a visité, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, il y a très très peu d'élèves. Et puis tout le monde, je leur parle de troubles de 10, ils savent ce que c'est, dyspraxie, ils connaissent. Ils sont tous formés, vraiment. Enfin, c'est vraiment bien. Donc du coup, je suis un peu plus rassurée. Et puis ils prennent bien en charge les enfants. Maintenant, on n'y est pas encore. Mais c'est pas grave, on verra ça quand on y sera. Mais pour l'instant, je suis rassurée pour le côté professionnel. Mais le côté social m'inquiète énormément, oui. Ouais. Et étant maman, je pourrais pas être là, intervenir ou pas, parce que bon, arrive un moment, s'il a 18 ans, je vais pas lui dire avec qui peut fricoter ou pas, quoi. Je vais te dire, il doit faire ses expériences. Mais ça m'inquiète beaucoup, ouais. Bon, on verra quand on y sera. Chaque chose en son temps. Vous essayez d'être positive et c'est l'important aussi. Parce que vous transmettez aussi cette positivité à votre enfant. Après, il faut, parce que souvent, je dis, si on reste trop négatif, on n'a plus qu'à prendre une corde. Hein. Faut être honnête. Hein. Enfin, faut appeler un chat un chat. Et puis les enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir des parents qui s'apitoient. Ils n'ont pas besoin d'avoir des parents qui disent, oh mon enfant, oh là là. Non, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui s'apitoient mais qui font rien pour les aider. Alors ça, j'adore aussi. Mais non, il faut rester positif. Et puis rien n'est impossible. Ça mettra le temps que ça mettra. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ça a été rapide entre guillemets, parce que bon, il y a quand même eu des hauts, des bas, hein, comme partout. Maintenant, même s'il y a des refus, rien n'est impossible. Il faut persévérer. Moi, pour le CESAD, ça a été refusé. Alors, le CESAD, par contre, je sais plus ce que ça veut dire exactement. Ça fait partie du système d'ITEP, d'un dispositif ITEP. C'est pour les enfants, justement, en situation de handicap, mais qui les aide à partir de 12 ans jusqu'à 20 ans, si je ne me trompe pas. Et ils ont fait la continuité de l'hôpital de jour, qui eux prennent à partir de jusqu'à 12 ans. Donc le CESAD, c'est les services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Voilà, donc dans le cas de mon fils, il y a un éducateur qui venait tous les lundis pendant l'heure de déjeuner. Il y a une professeure spécialisée qui va au collège tous les mardis. Donc là, ce matin d'ailleurs, elle y a été, pour lui apprendre à apprendre. Je trouve ça très joliment tourné comment elle a expliqué. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis là pour lui apprendre à apprendre.
Et c'est ce que moi, j'essaie de faire depuis qu'il est petit, donc ça tombe plutôt bien. Sauf Oui. qu'elle, c'est son métier, donc elle a, je Oui. pense, plus de technique que moi. Oui. Voilà. Bah, la thérapeute aussi qu'il va voir à l'ITEP, par contre, donc juste à côté, tous les mercredis, une fois par semaine. Et en fait, c'est un dispositif comme ça qui est mis en place pour lui. Et la MDPH avait refusé. Sauf que bah moi c'est non en fait, on refuse pas ça à mon Oui. fils parce que On en a besoin. déjà l'hôpital de jour normalement c'est jusqu'à 12 ans, mon fils a eu 12 ans au mois d'octobre Oui. et le reste de l'année ils l'ont gardé parce que ils pouvaient pas laisser mon fils sans suivi. C'était pas possible et même au collège au collège souvent je parlais avec la CPE qui est très compréhensive, qui est au top. Pareil, je lui disais, vous inquiétez pas, voilà, je fais un recours parce que c'est vrai que mon fils doit être suivi. Voilà, il fait partie de ces enfants qui ne peut pas aller en cours au collège sans un suivi extérieur au collège. Donc, ça a été accepté, mais après que j'ai fait une demande de présence à la commission. Voilà. J'ai demandé à être présente à la commission pour leur expliquer vraiment les besoins de mon fils. Parce que par écrit, c'est bien, c'est beau, mais c'est bien qu'ils nous voient aussi. Donc du coup, je leur ai expliqué un petit peu les difficultés, les besoins réels, et voilà. Et du coup, ça a été accepté. Donc il est suivi là depuis septembre au CESAD et ça se passe superbement bien. Donc comme quoi, quand... faut persévérer. Voilà, rien n'est impossible et quand on Faut fait pas tout lâcher. pour réussir, on Non, et réussit. très souvent, il y a des rumeurs qui disent que, je vais pas dire que c'est vrai parce que voilà, mais il y a des rumeurs qui disent que des fois, il y a des refus en se disant bon ben voilà, on va refuser et puis on verra bien. Et s'il y a un recours, ils acceptent de suite. Voilà. Donc, faut toujours faire un recours, mais par contre, il faut avoir un bon dossier. Bien évidemment, il ne faut pas envoyer juste un bilan comme ça. Faut quand même bien justifier les besoins et puis bien préciser que c'est un réel besoin social aussi. C'est pas que scolaire. Oui. Parce que c'est vrai que quand c'est scolaire, on se dit bon, si c'est que au collège, bon, ça va, elle va se débrouiller un petit peu. Oui. Mais quand ça commence à rentrer dans sa vie personnelle, sociale, là, ça commence à devenir compliqué. Quand il y a des moqueries, quand il y a du harcèlement même extérieur, le harcèlement n'a pas commencé à l'école. Donc, quand il y a tout ça, ils sont un peu plus aussi compréhensifs, puis ils se disent effectivement, voilà. Parce qu'après, comme partout, il y a de l'abus. Oui. Alors, un enfant qui a du mal à lire, on va dire qu'il est handicapé. Oui. Non, pas toujours. Oui. Donc, voilà. Quelles idées reçues sur le TSA ou le TDAH aimeriez-vous déconstruire? Oh là là, il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors moi, mon fils n'est pas autiste parce que il regarde les gens droit dans les yeux. Un autiste ne regarde pas les gens droit dans les yeux, tout le monde le sait. Alors très souvent, il y en a beaucoup qui pensent que Redman, c'est l'autiste. Voilà, ça s'arrête à ça. Voilà. Donc moi, je leur dis arrêtez de regarder la télé. Bon, à un moment donné, faut pas exagérer. Il y a pas longtemps sur les réseaux, moi j'ai mis qu'il était sévère sur tout et TSA léger. Parce que moi il n'est pas non-verbal, il n'est pas Et on m'a jeté une petite phrase comme ça, le TSA léger n'existe pas. Si, puisque il y a l'autiste non-verbal, pour moi c'est déjà pire que mon fils, par exemple. Voilà, moi je connais un enfant qui a 9 ans, autiste, il porte des couches. Pour moi ça c'est pire que mon fils. Enfin je veux dire, il y a tout plein de choses comme ça. Ça c'est sur l'autisme. Le côté, faut arrêter de regarder la télé en fait. Moi c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est faut arrêter de regarder la télé. C'est regarder un peu autour de vous, renseignez-vous vraiment et vous verrez que l'autisme ne s'arrête pas à quelqu'un qui gigote sur le... Ah oui, parce que ça aussi on m'a dit. Ah mais non, mais ton fils il gigote pas d'avant en arrière quand il est assis, donc il est pas autiste. C'est fatigant. Ok. Et le TDAH, ah oui, alors le TDAH, mon fils n'est pas éduqué. Voilà. J'ai pas su l'éduquer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas su l'éduquer parce que j'ai éduqué seul et puis un enfant a besoin de son père pour être éduqué. Tout le monde le sait. Mais maman seule ne sait pas éduquer son enfant. Donc il n'est pas TDAH, il est juste pas éduqué. Voilà. Non. Donc c'est ce genre d'idées reçues là qui sont c'est un peu fatigant. Et puis dernièrement, ce que je vois beaucoup, c'est le TDAH est un phénomène de mode. Voilà. Ça, je le vois beaucoup en ce moment sur les réseaux. Voilà. Alors moi, j'ai au CMP, on m'a dit, les yeux dans les yeux,
Le pédopsie, c'est pour ça que je suis partie du CMP. Mais attention, tous les CMP ne sont pas pareils, tous les pédopsies ne sont pas pareils, je tiens à le préciser. Alors, votre fils n'a rien. Il y avait le diagnostic sur la table, hein, quand même. Hein. Votre fils n'a rien, madame, c'est vous le problème. Hein, voilà, donc c'est vous le problème. Par contre, monsieur, donc en ce moment, alors, le père de mon fils, ça l'a fait rire parce qu'il savait que j'avais envie de bondir de la chaise, mais bon, je me retenais. Il a dit, par contre, vous, monsieur, c'est génial, continuez à faire ce que vous faites, c'est génial, continuez. Il faisait rien de spécial, hein. Il le prenait un week-end sur deux, enfin voilà, il faisait ce qu'un papa fait, sans plus. Et moi, il fallait que je fasse le rôle de maman, le rôle de papa, fallait que machin, mais il fallait surtout que j'arrête parce que le TDAH a été inventé pour donner des médicaments à des enfants. Voilà, c'est ce qui a été dit. Et la dyspraxie n'existe pas, les troubles 10 n'existent pas. C'est ce qui a été vendu comme ça pour faire croire que les enfants ont un problème alors qu'en fait, ils n'en ont pas. D'accord. Avec le diagnostic de la neuropédiatre sur son bureau par rapport à la dyspraxie. Je dis OK. Deuxième avis. Voilà, deuxième avis. J'étais voir une pédopsie qui est à la retraite aujourd'hui. J'étais dégoûtée parce qu'elle était au top. Bon, le nouveau, il est très bien aussi, mais c'est grâce à elle que je suis rentrée à l'hôpital de jour. Hein. J'ai pas fait de demande, c'est eux qui m'ont contacté carrément. Dès qu'elle l'a vu, premier rendez-vous, elle a vu qu'il avait un TDAH, elle a vu qu'il avait un TSA, elle a compris la dyspraxie. Elle m'a rassurée plus d'une fois parce qu'elle m'a déjà vu dans des états un peu pas bien. Elle m'a toujours rassurée en disant mais madame, c'est normal que je sois mauvais avec vous, que vous êtes son point d'accroche. Et c'est que vous l'aimerez toujours, quoi qu'il vous dise, quoi qu'il fasse. Donc c'était censé me rassurer, mais sur le moment on se dit mais c'est rassurant ce que vous dites là, je sais pas trop. Mais au final si, puisque voilà, on se dit qu'il il part mais il revient et il reviendra toujours en fait. Donc voilà, elle m'a rassurée, elle m'a dit n'importe quoi, ça existe bien, vous inquiétez pas. Elle n'était pas pour les traitements non plus, donc on a fait des alternatives, l'hôpital de jour, on a essayé voilà du millepertuis, machin, plein de choses. Et puis quand au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il grandissait, qu'il fallait quand même passer par là, je suis passée par le traitement. Voilà. Parce que quoi, c'est plus compliqué quand même que l'école primaire, oui. L'apprentissage. Oui. Et là on se dit il va peut-être falloir y passer, et puis tout se passe bien maintenant. Mais les a priori, c'est... Oui. Surtout quand ça vient de la famille. Oui. Moi, j'ai déjà eu, ça va. Ton fils, au moins, lui, il a ses deux jambes. Hein. Oui. Oui, ouais. C'est très difficile. Oui, il a ses deux jambes, mais c'est pas s'en servir. Donc, j'ai envie de dire qu'il les a ou pas. Oui. La dyspraxie, c'est un peu compliqué. Les deux jambes, il n'y a rien par terre. Combien de fois il est tombé par terre alors qu'il n'y avait rien. Ses deux jambes, elles n'étaient pas d'accord l'une avec l'autre. Hein, donc, non, mais c'est ça. C'est... ça paraît stupide dit comme ça, mais c'est une réalité. Et des fois, je dis, mais Guillaume, comment t'es tombé? Je sais pas. D'accord. Et des fois, j'observe. Même maintenant, j'observe et je vois son pied qui vit. Bon, ok, d'accord, si tu veux. Donc, quand ça vient de la famille, je crois que c'est encore plus douloureux. Mais c'est pas grave, c'est maintenant, on avance. Et lui, comment il le vit, ça? Il a été longtemps dans le déni. Hein. Il a été longtemps dans le déni. Quand je lui disais, il a été jusqu'à me dire, il était petit, il avait quoi, 7 ans. Je venais de me mettre avec mon conjoint. Donc 6-7 ans, et il a dit non, mais de toute façon, pas d'handicapé ici. En tapant du poing sur la table, pas d'handicapé ici. Je dis, c'est marrant parce que j'en ai 2 devant moi. Hein? Et il savait pas pour mon conjoint. Et mon conjoint faisait un déni par rapport à sa maladie. Donc du coup, je me suis servi de l'un et de l'autre pour que chacun, en fait, arrive à accepter son propre mal-être, entre guillemets. Et que du coup, ce soit plus vraiment un mal-être au point de vue des mots. Voilà. Parce que les mots MAUX, c'est plus compliqué à gérer d'un côté comme de l'autre. Mais au moins maintenant, voilà, ils ont fait l'acceptation. Donc maintenant, il va le dire, mon fils va le dire plus facilement. Mais à une époque, fallait même pas, c'était compliqué. C'était très péjoratif pour lui. Très péjoratif. Maintenant, il serait capable de se dire, t'es un handicapé? Bah ouais, et voilà, bah ouais, et parce que c'est pas péjoratif. Le mot handicapé, il faut pouvoir l'utiliser, c'est pas péjoratif, hein, c'est un fait. Oui. C'est un fait. Moi, des fois, je lis sur des groupes, ouais, non, faut pas dire handicapé, faut dire en situation de handicap. Flemme, oui, c'est trop long. Oui, ils considèrent que c'est pas beau, que c'est péjoratif, alors que on s'en fout. Du tout, quoi. Je veux dire, moi, je suis brune, je veux pas dire couleur marron, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est vrai, elle est blonde, on dit elles sont blondes, on dit pas elles sont jaunes. Oui. Point de vue des cheveux, enfin, non, mais clairement, faut appeler un chat un chat. Moi, mon fils, il est en situation de handicap quand il est à l'école, parce que c'est une situation qui le met dans cette posture-là. Mais il est handicapé, c'est plus simple aussi, on dirait. Moi, mon conjoint, il est obligé de marcher avec une canne en ce moment parce que ça va pas. Ça le handicape, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas
C'est un C'est handicap pas- de marcher sans canne, enfin oui. Bah voilà, c'est pas péjoratif. Oui. On s'en fout en fait. Oui. Et moi, j'apprends à mon fils justement c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est toi, ça fait partie de Oui. toi, t'es comme ça et c'est bon, enfin, c'est la vie. C'est la vie. Et moi, j'aimerais bien avoir un enfant avec mon conjoint. Il y en a plein qui me disent, t'imagines s'il est comme ton fils, t'as pas peur qu'il soit comme ton fils? Je dis, ben, j'espère qu'il soit comme mon fils. Oui. Hein? Quoi? Comment? Avec un handicap et tout? Bah oui. Je dis, pour moi, mon fils, il est normal. Oui. Ton enfant, il est pas normal pour moi. Oui. Moi, un enfant qui reste 2 heures devant un film à pas bouger, c'est pas normal. Moi, c'est un Oui. extraterrestre. Hein. Ah ouais, moi, Oui. mon fils, il commence le film assis, il finit la tête en bas, les pieds sur le Oui. mur. Oui. On regarde un Marvel, il va chercher ses bonhommes Marvel, il joue avec. Enfin, Oui. je veux dire, pour moi, c'est ça un enfant. Oui. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, la normalité n'existe, tout est relatif. Pour moi, ma normalité à moi, Oui. c'est mon fils. Donc, je prends le risque d'avoir un enfant avec les troubles de mon fils et la maladie de mon conjoint. Oui. C'est pas grave. Puis Je connais c'est l'adresse de votre- la oui. MDPH. Vous Moi, je vois savez ça déjà, comme ça. Je sais comment faire, je sais qui appeler. J'ai tous les professionnels sous la main. Donc voilà, c'est comme ça que je prends les choses. Pour vous, devrait-on améliorer en France pour mieux accompagner ces familles? Oh là là, tellement de choses. Déjà, l'ouverture d'esprit. On nous parle d'inclusion, mais il n'y a aucune inclusion. Alors, je suis désolée, là, je parlais français, mais il n'y a pas d'inclusion. Voilà. Donc là, vous voyez, mon conjoint, il est là, il s'est fait virer. Puis à chaque fois, il se fait virer à cause de son handicap. Hein. Parce qu'il est inclusion, on l'a embauché, mais par contre, on renouvelle pas parce qu'il s'est absenté une journée. Donc, ça nous pose problème. RQTH, on n'aime pas ces 4 lettres. Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, donc mon fils qui dit, mais ça veut dire que moi, plus tard, je vais me faire virer si je travaille. J'ai dit, non, t'inquiète. J'ai dit, toi, maman, elle s'en occupe. T'inquiète pas. Non, mais c'est vrai que c'est problématique. Donc, l'ouverture d'esprit, déjà, faire en sorte de vraiment mettre en place une inclusion. Parce que effectivement, ils ont l'obligation de prendre des personnes handicapées, mais ils n'ont pas l'obligation de les garder. Et ils peuvent les virer n'importe comment et puis les traiter comme bon leur semble. Voilà, je vais rester, je vais éviter d'être vulgaire parce que des enfants peuvent nous écouter. Oui. Mais voilà, aucun respect de tout ça. Et par rapport aux enfants, c'est encore trop long. C'est beaucoup trop long. Moi, je vois au Canada, en Belgique, ils sont vachement plus avancés que nous. C'est juste hallucinant. Moi, là, j'ai vu le lycée. Il y en a que 2 dans le coin. Je me demande si on nous a pas dit d'ailleurs qu'il y en avait que 2 en France. Mais bon, dans le coin, il y en a 2. Ici, Perpignan, et je crois que l'autre, il a Toulouse ou Montpellier, je sais plus. Non, Montpellier, avec d'autres corps de métier. Moi, j'ai dit, mon fils, j'envoie pas à Montpellier. Internat. J'ai pas le temps de finir le mot qui est déjà en PLS, mon fils. Hein, donc non, mais c'est peu. C'est peu. Enfin, je veux dire, les enfants comme les nôtres. En fait, moi, je suis pas pour créer que des centres avec que des enfants comme ça, parce que c'est important qu'ils soient avec des enfants lambda, comme je les appelle, hein, des neurotypiques. Parce que voilà. Mais en même temps, quand ils sont avec des neurotypiques, on les renvoie tout le temps à leur handicap. Oui. Mais on leur reproche de parler de leur handicap quand c'est nécessaire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Enfin, de toute façon, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà. Donc, c'est problématique. Oui. Voilà. Donc, on peut leur dire, oui, mais bon, tu comprends, quand mon fils, il avait les problèmes, je dis, ouais, mais c'est pas lui, c'est pas sa faute, il fait ce qu'il peut. Oui, mais vous comprenez, il faut quand même, 16e, ça va, là, maintenant, mais voilà, faut quand même, vous comprenez, les autres, voilà. Si je laisse passer pour lui, les autres, oui, mais les autres, ils sont handicapés. Oui. Voilà. Tu veux ma place, prends mon handicap. Moi, c'est la place de stationnement, c'est exactement pareil, mais au collège, c'est pareil. Quand les copains disent, ah, t'as trop de la chance, tu vas à l'hôpital 2 jours, tu regardes un film. Ce qui se pose la question, c'est savoir pourquoi tu vas à l'hôpital 2 jours. Oui. Voilà. Mais que des trucs, en fait, comme ça, voilà, plus ouverts, faire plus de respecter l'inclusion, ou sinon, n'en parlez pas. Oui. Voilà. C'est bien beau de mettre des mots, mais ils font rien. Les AESH, alors ça, c'est juste, dès qu'il y a une pétition, je la signe, moi. Dès qu'il y a une pétition pour les AESH, je la signe. Parce que c'est juste une aberration. Je comprends même pas qu'elles soient pas payées minimum le SMIC, même si elles ne font que 24 heures. Oui. Parce que moi, depuis le CP que je fais les heures avec mon fils, d'ailleurs mon fils il rigolait quand il était petit, je lui faisais les voir, je m'arrachais les cheveux. Je me mettais à hurler en disant mais que Dieu bénisse les AVS, mais comment elles font toute la journée? Moi pendant 2 heures, je suis en train de m'arracher la tête. Mais comment font-elles? Enfin, ils, parce qu'il y a des hommes aussi qui font ce métier. Hein. C'est juste, mais enfin moi je comprends pas en fait. Je comprends pas parce que il y a pas plus d'enfants en situation de handicap aujourd'hui, c'est juste que le diagnostic est plus facile aujourd'hui. Oui. C'est ça que les gens ils ont du mal à se mettre dans la tête. Moi j'ai mon frère qui est dyslexique et à l'époque c'était pas comme maintenant. Hein. Donc oui, il a été voir
l'orthophoniste, mais voilà, ça a vite arrêté parce que, bah voilà. Ouais, si je vais pas l'envoyer chez l'orthophoniste, c'est pour qu'il joue pendant toute l'heure. Moi, je vais pas payer Oui. l'orthophoniste pour le faire jouer. C'est comme ça, en fait, Et les puis enfants la qui science évoluent. évolue aussi, donc il y a beaucoup Ben, moi, mon fils, il est chez Largo, il jouait, hein. Oui, Honnêtement, il jouait, hein. C'était des jeux. oui, Mais il faut voir comment il a évolué, parce qu'en fait, c'est ludique. oui. Voilà, donc ceux qui connaissent pas, ils se disent, Oui, ouais, mais ils sont en train de oui. jouer. Mais non, mais c'est ludique, C'est leur façon d'apprendre à eux et Voilà, oui. exactement, et c'est comme ça qu'ils évoluent. Mm. Comme les enfants autistes, moi j'en suis une qui est extraordinaire. Elle fait les cours à sa fille, mais on peut prendre ça comme du jeu. Oui. Mais sa fille, elle apprend mais vachement bien. Enfin, je veux dire, Oui. c'est une façon d'apprendre. Oui. Et il y a des pays où les enfants apprennent en jouant. Oui. Et ils sont vachement mieux évolués qu'en France, hein, croyez-moi. Oui. Donc, non, c'est là-dessus qu'il faudrait que ça évolue vachement et qu'on se penche vraiment dessus et qu'on arrête de blablabla et de se mettre vraiment l'action, en fait, sur les mots qui nous balancent. Parce que moi, l'inclusion, je le vis avec mon fils, je le vis avec mon conjoint, il n'y en a pas. Oui. Là, mon fils, si tout se passe bien, c'est grâce au corps enseignant. Hein, oui. Parce qu'ils sont intelligents et qu'ils font les choses, franchement, ils sont extraordinaires, sincèrement. Mais je connais, voilà, il y a des gens, moi je le vois sur des... J'ose même pas répondre sur les réseaux. Parce que je me dis, mais je suis sur notre planète, c'est pas possible. Oui. Ils me parlent des collèges, des écoles, comment ça se passe des fois. Je dis, mais comment c'est possible? Ils mettent en place un accompagnement au brevet et le collège il se permet de refuser l'accompagnement. Mais en fait, je dis, t'es qui? Oui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je sais pas, je comprends pas. C'est des choses qu'il faudrait vraiment imposer. Vraiment imposer. Il y a la police de, je sais pas, la police de handicap, j'en sais rien, qui met ça en place et qui fasse respecter tout ça. Parce que c'est, même si on on passe par des avocats, les prud'hommes, même comme ça, c'est à nous de prouver qu'il y a bien eu une discrimination sur le handicap. Ah ouais, mais non. Oui. Au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Oui. Il y a tellement de choses à changer. Oui. Ça prendrait trop de temps. Mais bon, ça commence toujours par des petits groupes. Oui. Et après, petit à petit, voilà. Grâce à des podcasts, peut-être. Oui, bah justement, c'est ce qu'on Bah oui. cherche nous à faire aussi, à en parler pour que d'autres parents puissent également peut-être s'identifier, reconnaître, parce qu'il faut savoir que chaque enfant est différent et vit son trouble à sa façon, faut pas généraliser. C'est ça. Je voulais aussi vous demander quel conseil donneriez-vous à un parent qui vient tout juste de recevoir un diagnostic ou qui est en train d'attendre le diagnostic pour son enfant? Alors, bon, déjà, faut pas paniquer. Un diagnostic, moi, personnellement, ça m'a rassurée. Moi, ça m'a, comme si on me déchargeait d'un poids. Oui. Genre, je suis pas folle. Oui. Voilà, je ne suis pas folle. Il y a bien quelque chose. Donc, voilà, le plus gros des conseils, c'est ça. Et être à l'écoute. Croire en son enfant. Voilà, croire en son enfant parce que c'est vachement important et l'enfant le ressent aussi. Maintenant, s'il y a des doutes, des moments de doute, des moments d'inquiétude, ne pas le montrer devant l'enfant. Moi, j'ai passé beaucoup de nuits à ne pas dormir, des insomnies, parce que je m'inquiétais pour mon fils, son avenir, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et je sais que ça va continuer hein, plus tard après. Hein. Attention, hein, l'année prochaine, c'est le brevet. Oui. Je vais pas beaucoup dormir hein, l'année prochaine, hein, faut le savoir. Mais faut essayer vraiment, ça c'est plus compliqué, de faire en sorte que l'enfant ne le ressente pas. Voilà. Toutes les craintes qu'on peut avoir pour eux, faut les soutenir, mais pas montrer qu'on est trop inquiet non plus parce qu'ils vont le ressentir et ça va leur créer une inquiétude qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont parce que c'est des éponges émotionnelles en fait. Ah ouais. Et ils, vraiment, faut déjà pas transmettre en fait parce que déjà c'est compliqué plus pour eux. Ouais. Donc si en plus on leur transmet notre négativité, nos peurs, c'est vrai que c'est toujours essayer de rester positif. Bon, moi j'ai de la chance, je suis avec quelqu'un d'extraordinaire qui me parle beaucoup et il commet des erreurs mais il écoute et il essaie de pas les reproduire, donc ça c'est génial. Maintenant il y a des couples des fois qui vont peut-être se disputer, être en désaccord ou essayer vraiment de ne pas faire ça devant l'enfant. Je sais que c'est compliqué. Oui. On contrôle pas toujours quand est-ce qu'on va s'engueuler parce que c'est rarement un rendez-vous qu'on prend. Oui, hein, ça arrive. Oui. Mais vraiment, c'est essayer vraiment un maximum de protéger l'enfant par rapport à ce genre de choses et rester positif. C'est difficile, mais moi c'est ce qui m'aide à tenir en fait, honnêtement. Donc, et si vraiment ils ont du mal à faire ce genre de choses, qui s'entourent de personnes qui vivent la même chose. Voilà, parce que les personnes qui le vivent pas sont très maladroits. Des fois, ils disent des choses qui ne se disent pas, mais c'est pas méchant, mais c'est maladroit. Et il y en a qui sont vraiment très méchants, par contre.
hein, volontairement méchants. Donc s'entourer de gens qui comprennent vraiment la situation, c'est important. C'est mon point de vue. Si vous pouviez revenir au jour où vous avez reçu les premiers diagnostics de votre fils, qu'aimeriez-vous dire à la maman que vous étiez à ce moment-là? T'inquiète, ça va aller. Voilà, t'inquiète, ça va aller. Parce que c'est vrai qu'en plus, on nous parle chinois. Hein. Oui. On parle chinois. Moi, j'avais le diagnostic sous les yeux, je le savais même pas. Il y avait écrit TAC. Oh, TAC, c'est quoi TAC? Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je m'attendais à la dyspraxie. Et en fait, c'est trouble de l'acquisition de la coordination. Et entre-temps, ils ont changé. TDC, trouble du développement de la coordination. Parce qu'ils aiment bien mettre des lettres partout. Et c'est vrai que moi, c'était du chinois. Je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais des copines qui m'avaient un peu expliqué parce qu'une amie de ma sœur a 4 enfants qui a tous les troubles. Donc, elle connaissait un petit peu, elle m'avait expliqué. Mais le vivre et avoir l'explication, c'est pas pareil. Donc, non, moi, je lui dirais, t'inquiète, ça va le faire. T'inquiète. Quel beau message. Ouais. Pour finir, donc je voudrais juste rappeler, chaque enfant est unique. Même lorsque 2 enfants partagent le même diagnostic, aucun enfant ne vit son trouble de la même manière. Les difficultés, les besoins, les forces et les capacités peuvent varier d'un enfant à l'autre. Donc c'est important d'éviter de généraliser et de comparer 2 enfants. Derrière chaque diagnostic, il y a avant tout un enfant avec sa propre personnalité, son histoire et son potentiel. L'essentiel, c'est de l'accompagner avec bienveillance, de le comprendre et de respecter ses besoins. C'est très important parce que, comme Nathalie l'a dit, c'est une difficulté que beaucoup de parents avec différents troubles traversent. Le regard des autres, les préjugés. C'est important que, justement, à travers ce podcast, on puisse ouvrir un peu la mentalité de certaines personnes qui ne savaient pas forcément ce que ça voulait dire et puissent être plus compréhensibles à l'avenir parce que c'est vrai que c'est des... Voilà, moi, je le vois beaucoup, en tout cas moi, parce que moi aussi, je suis maman d'un enfant en situation de handicap. Je vois beaucoup que tout ce qu'on fait, c'est dans l'ombre, en fait, et presque personne ne le voit parce que c'est chez nous. Et on n'a pas forcément besoin aussi qu'on nous jette des fleurs et tout. On le fait pour notre enfant. Et voilà, c'est... Mais c'est vrai que c'est difficile de se sentir, déjà avec tout ce qu'on porte, et en plus de ça, de sortir pour se faire juger, pointer du doigt. C'est une difficulté qui nous... Voilà, une pierre de plus à notre sac qui est assez lourd. Donc, c'est quelque chose que je voulais mettre en lumière pour la fin de ce podcast. Parce que c'est important. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir raconté, nous avoir ouvert les portes de votre expérience et de votre vie avec votre enfant. C'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup émue parce que j'admire vraiment la maman que vous êtes et c'est vraiment un très beau travail ce que vous faites et votre enfant a beaucoup de chance de vous avoir. Je lui dis souvent. Donc voilà, donc merci d'avoir eu la générosité de nous ouvrir et de nous partager votre histoire. Et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager ce podcast pour justement avancer à petits pas et lutter contre tous ces préjugés et ces idées reçues sur les troubles du neurodéveloppement. C'est très important pour nous et c'est l'objectif aussi de ce podcast, de donner la voix aux parents et de leur donner leur espace avec bienveillance et qu'ils puissent s'ouvrir et partager leur expérience. Donc merci beaucoup Nathalie. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.